Salut et bienvenue sur Infomaniac. Donc ça y est, on va se lancer. On va commencer à faire une petite série de tutoriels sur le BGE. Alors le BGE pour Blender Game Engine, comme vous l'aurez compris, c'est tout simplement le moteur de jeu intégré à Blender. Alors intégrer, le mot est faible puisque c'est vrai que ce moteur de jeu est omniprésent dans Blender, que vous soyez en mode normal ou en mode jeu, le moteur de jeu est toujours là en réalité. Seules certaines options vont changer quand on passera en mode jeu, qui seront utilisables on va dire uniquement dans le temps réel, uniquement quand on lancera le jeu. Donc on va voir avant tout dans cette vidéo le Logic Editor, qui est pour moi quelque chose d'absolument fabuleux, parce que c'est rien d'autre qu'un module qui va vous permettre de créer toute la logique de programmation, on va dire, de votre jeu, mais sans taper une seule ligne de code. Sans taper une seule ligne de code, j'avoue que c'est un peu exagéré dans le sens où personne à mon sens, du moins jusqu'à aujourd'hui, n'a réussi à faire un jeu complet, vraiment stable et vraiment performant, sans faire un seul script Python. Parce qu'on tombera toujours sur des petites choses assez pointues, des petites techniques assez spéciales, qui nous obligera finalement à le faire en programmation. Mais disons que 55% d'un jeu, voire 60% d'un jeu, est largement faisable uniquement par le Logic Editor. Et puis pourquoi pas, peut-être qu'un jour quelqu'un arrivera à nous faire un jeu complet uniquement par le Logic Editor. Après tout dépend du niveau du jeu que vous souhaitez, mais pour des petits jeux simples, basiques, ou des FPS même simples et basiques, utiliser uniquement le Logic Editor, c'est possible. Donc avant tout, il faut déjà savoir maîtriser ce fameux module. Donc si vous y connaissez pas grand chose en programmation, vous inquiétez pas, il n'y a même pas besoin de savoir quoi que ce soit, il suffira juste de bien comprendre le fonctionnement du Logic Editor. Donc on va voir ça justement. Donc on va voir comment affecter, rendre dynamique on va dire un objet, donc mon personnage qui est le cube ici. Donc je vais lancer le jeu. Donc voilà, donc vous avez la gravité automatiquement, la collision automatiquement. Il va pas, comme dans le mode normal, traverser tout simplement le plan, non, il va rester en collision dessus. On va voir aussi les mouvements, comment faire avancer ou reculer, c'est tout ce que fait notre personnage pour l'instant. Avancer ou reculer donc un objet ou notre personnage. L'interaction entre les différents objets intégrés dans le jeu, et surtout comment lancer une animation dans le jeu. Donc les différentes façons de pouvoir lancer une animation. Donc par exemple, quand je parlais d'interaction, si mon cube s'approche un peu trop de mes portes, ils vont lancer l'animation d'ouverture de porte, et si je m'éloigne, la fermeture, tout simplement. Donc voilà, on va pas voir autre chose pour le moment, le but c'est vraiment de s'habituer on va dire avec les principes fondamentaux du BGE. Et puis ben c'est parti, on va commencer ça. Donc avant tout on fait un nouveau projet. Voilà, vue de face, mon cube va être mon personnage tout simplement, je vais ajouter un plan. Voici, je vais allonger. Donc voilà, j'obtiens ma scène de départ effectivement. Que voici. Donc pour lancer le jeu, il suffit d'appuyer sur P. Et le jeu est lancé. Pour le quitter, échappe. Et vous remarquerez qu'on est en mode Blender Render. On n'est même pas encore en mode Blender Game. Pourtant, on peut très bien lancer le jeu en mode Blender Render. C'est ce que je vous expliquais quand je vous disais que le moteur de jeu est omniprésent en fait dans Blender. Donc on va passer en mode Blender Game. Et la différence, vous la voyez par exemple ici. Ce sont tout simplement les propriétés qui vont changer. Vu que nous avons pu faire de rendu, on n'a pas besoin de taille d'image, on n'a pas besoin de quoi que ce soit, on va passer en mode Blender Game, et les propriétés changent. Comme la résolution, si on veut lancer le jeu en plein écran, etc. Et surtout les propriétés physiques changent. Donc là on a accès directement au moteur physique du BGE. Donc cet objet est statique, et par défaut, en théorie, a une collision. Ce cube est statique, on va le rendre dynamique, et lancer avec P. Et on voit qu'effectivement, le cube est soumis par la gravité, par la force de la gravité, et va tomber donc sur notre plan qui est tout simplement statique. Donc voilà. On va passer maintenant en mode dans le Logic Editor. Donc pour ça, le mieux c'est de passer en mode Game Logic, carrément, l'interface. Voilà. Comme ça ici on a l'éditeur de script, la hiérarchie, le Logic Editor et les propriétés. Tout sous la main. Donc on va essayer de récupérer notre vue. Voilà. Alors, ce qu'on va faire tout simplement, c'est faire des mouvements de base de notre cube, donc avancer ou reculer. Alors, je vais zoomer sous la fenêtre du Logic Editor. Voilà. Donc ça, c'est le Logic Editor. Comment ça fonctionne? C'est pas bien compliqué. Il y a tout simplement 3 modules. Les premiers modules sont les capteurs, donc sensor, les capteurs. Ou si vous avez déjà fait un peu de programmation, ça correspond tout simplement aux événements. Donc par exemple, un capteur de type clavier, je vais sélectionner dans Key la touche qui va lancer l'action, on va dire D pour avancer.
Ici j'écris ce que je veux, c'est tout simplement un repère pour que quand je réduise, je puisse savoir de quoi ça s'agit, on va dire. Alors, dans les contrôleurs, cette fois-ci, c'est tout simplement des fonctions logiques. Des fonctions logiques de type et, ou, les XOR, les NOR, XNOR. Je vais vous expliquer plus tard à quoi ça sert. Pour l'instant, on va mettre et par défaut, puisqu'on va utiliser une seule touche. Et le dernier module, tout simplement l'action, qui résulte de l'événement. Donc là, ça va être une action de type motion, donc mouvement. Donc on voit à chaque fois qu'il est marqué cube, parce que j'ai bien sélectionné le cube. Chaque objet aura ses nœuds de logic editor. Donc dans motion, on a ici lock pour la position. Selon l'axe X, on va avancer de 0,1 par exemple. Et le L qui est coché ici signifie tout simplement qu'on fait ça en fonction des axes locaux. Donc l'axe local, on va dire, de l'objet. Et si je le décoche, ça va être en fonction de l'axe du monde. Et je relie tout simplement les modules entre eux. Ça nous rappelle un peu les nodes, tout simplement, dans les nodes de composition, les nodes de composition. C'est un peu le même principe, sauf qu'on a 3 modules différents. Alors, je m'explique. Ce qui va se passer, c'est que quand j'appuierai sur la touche D du clavier, donc le capteur en question, donc, ou l'événement, pour ceux qui connaissent la programmation, il va me lancer l'action mouvement. Donc il va avancer sur l'axe X local de notre objet de 0,1. On va voir ça tout de suite. J'appuie sur P pour le lancer. Si j'appuie sur D, il avance sur l'axe X local de notre objet de 0,1. Maintenant je vais m'attarder un peu plus sur les contrôleurs, donc les fonctions logiques, comme je préfère les appeler. Imaginons maintenant que je veux que cette action se lance uniquement si j'appuie sur D et Shift. Donc ici je vais écrire Shift uniquement pour me retrouver. Bah, vu que je suis sur une fonction logique et, il me suffit de relier les deux. Donc c'est uniquement si j'ai le premier événement et le second événement qui va me lancer l'action. Si maintenant je me mets en OU, donc OR, c'est si j'ai un événement ou l'autre événement ou les deux en même temps, il me lancera l'action. XOR, on appelle aussi OU exclusif, c'est uniquement si j'ai un événement ou l'autre événement, mais surtout pas les deux en même temps, ça ne fonctionnera pas, donc c'est un OU exclusif, il me lancera l'action. Et puis etc. etc. De toute façon c'est uniquement des fonctions logiques de base, on va dire, assez simples à comprendre, et on les verra de toute façon au cours du temps. Donc par défaut, quand on n'a pas deux entrées sur un contrôleur, on met end, on met un peu ce qu'on veut, de toute façon ça marchera, le mieux c'est de mettre end, au moins on est sûr que ça fonctionne. Donc là je vous montre que ça fonctionne bien, donc faut que j'ai D et Shift pour qu'il avance. Donc j'appuie sur P, je suis en train d'appuyer sur D, ça fonctionne pas, j'appuie sur Shift et il avance. Je lâche D, j'ai que Shift, ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est complètement logique en fait. Donc voilà à quoi servent les contrôleurs. Donc maintenant, on va programmer, enfin programmer c'est un bien grand mot, on va dire paramétrer l'action reculée. Donc maintenant ça va être la touche Q. Je clique là-dedans, j'appuie sur Q, automatiquement il le prend. Je rajoute un autre contrôleur. Alors ici je peux donner un nom. Donc ça c'est l'action avancée. Donc ça me permet de mieux me retrouver après quand je réduis. Donc là j'ai avancé de 0,10 au 0,1. Donc, je rajoute une autre action de type mouvement que je relis. Donc ça va être reculer. On va tout simplement faire moins 0,1 pour reculer. On regarde ça tout de suite. J'appuie sur P, D, j'avance, Q, je recule. Tout simplement. Pas besoin de s'y connaître en programmation, juste quelques bases de fonctions logiques comme le AND, le OR, etc. Mais bon, ce sont des choses vraiment basiques et tout le monde peut s'y habituer, c'est vraiment simple à comprendre. Donc voilà, 3 modules bien séparés. L'événement, ou l'action d'entrée on va dire, ou ce qui déclenche l'action. Le contrôleur, qui va gérer un peu plus la logique s'il faut que deux choses déclenchent la même action, etc. etc. Et l'action en elle-même. Donc on a différents types d'actions, on aura tout le loisir de tous les voir de toute façon au cours des tutos. Donc là je n'ai fait qu'avancer et reculer. Maintenant, on va créer les portes. Donc voilà. On ajoute un cube.
étendu de côté. Pour mieux voir tout ça, en fil de fer, on crée tout bêtement une porte. Shift D, je la duplique. Une deuxième. On va mettre 2 portes. Voilà. Alors, cette porte, en appuyant sur N, les raccourcis clavier sont toujours les mêmes. J'ouvre les propriétés, donc cette porte, je vais l'appeler porte 1, pour mieux me retrouver tout simplement. Porte 1, et celle-ci, porte 2, en toute logique. Voilà, le cube, je vais l'appeler perso, c'est censé être mon personnage, comme ça je me retrouverai plus facilement. Voici. Donc, maintenant j'ai repassé l'interface en mode par défaut, pour retrouver ma timeline ici. Et on va tout simplement animer l'ouverture de ces portes. Alors pour ça, très simple, à la place de la timeline, on va charger le sheet. Voilà. On va animer cette ouverture sur 10 images. On va se mettre à l'image 0. Je prends cette porte. I location. Je pose une clé d'animation sur sa position. Je prends celle-ci. I location. Donc, vous aurez compris, je pose une clé d'animation sur sa position. Je me déplace de 10 images. Et maintenant, j'ouvre mes portes. Voici. Et pareil, I location. Je pose des clés d'animation sur leur position. Donc si vous avez suivi les premiers tutos, tout simplement animer l'ouverture de la porte, des 2 portes, avec des clés d'animation toutes simples. Donc, voilà. Cette animation, on va voir comment est-ce qu'on peut la lancer dans le jeu. Alors je vais repasser en mode. Donc là on va bien mémoriser quand même que cette animation est sur 10 images, donc de 0 à 10. Parce qu'on en aura besoin pour pouvoir la commander dans la Game Logic. Donc, maintenant, on va choisir un objet au hasard, et moi je vais prendre mon personnage. On fait en sorte que ces portes, donc cette animation, plutôt, se lance au moment où j'appuie sur une touche, pour le moment. Pour bien comprendre comment lancer l'animation tout simplement. Donc, sur le personnage, je vais lui rajouter un autre capteur, donc de type clavier, ou un événement, c'est vous qui voyez. Spacebar, barre d'espace, voilà. Un nouveau contrôleur end par défaut, de toute façon il n'y aura pas plusieurs entrées. Et une nouvelle action, cette fois-ci de type F-curve. F-curve, c'est très simple, elle ne fait que lancer l'animation relative à l'objet sur lequel on utilise cette fonction justement, et on choisit finalement l'image de départ de l'animation et l'image de fin. Alors, ce qui me fait penser d'ailleurs que le F-curve, je ne devrais pas le mettre sur le personnage, mais sur mes portes. Alors je peux très bien rester appuyé sur Shift et sélectionner d'autres objets. Donc là j'ai sélectionné la porte 2. Et pour pouvoir voir en fait les nœuds des 2 objets en même temps. Donc sur la porte 2, je lui rajoute un F-curve. Et je peux comme ça faire interagir des fonctions d'un premier objet sur un deuxième objet. Donc par exemple, c'est mon personnage qui va capter le fait que j'ai appuyé sur la barre d'espace, qui va traiter la logique on va dire, et qui va lui agir sur la porte 2. Donc on peut interagir comme ça d'un objet à un autre. Tout simplement parce que je relie ce qui vient du personnage à ma porte 2. La porte 2, tout ce qu'on lui demande, c'est de lancer l'animation qu'elle possède de l'image 0 à 10, puisqu'on avait dit que cette animation était sur 10 images. Donc je suis en mode play, donc lecture simple. Si je passe en mode jeu maintenant, j'appuie sur la barre d'espace, il me lance cette animation. On remarque que la deuxième porte ne le fait pas, ce qui est normal puisque la lecture de l'animation, je l'ai affectée uniquement à la porte 2. Donc je peux très bien aller chercher aussi la porte 1 et lui rajouter le module qui permet de lancer l'animation de l'image 0 à 10. Sans oublier de le relier. Je peux relier plusieurs actions. Voilà. À la barre d'espace. Bon, au bout d'un moment on s'y perd vite avec les nœuds, les fils dans tous les sens. Dans les prochains tutos on verra bien comment séparer on va dire les différentes logiques, par exemple les logiques de déplacement, après les logiques d'interaction, etc. Mais là pour le début, on va rester comme ça. Donc voici, donc on voit bien que notre personnage capte le fait qu'on appuie sur la barre d'espace et va aller demander à la porte 1 de s'ouvrir, de lancer son animation, et à la porte 2 de s'ouvrir aussi, de lancer son animation.
Donc P, j'appuie sur la barre d'espace et les deux portes lancent leur animation. Si je rappuie, il relance l'animation. On voit vraiment qu'il y a un petit bug, on va dire, puisque l'animation consiste uniquement à ouvrir cette porte. Donc au lieu de faire une animation pour refermer la porte et on relance, il y a quelque chose de beaucoup plus simple d'intégrer dans le lecteur d'animation. Ici on est en mode play. On peut très bien passer en mode ping-pong. Alors qu'est-ce que c'est que ping-pong? C'est super simple à comprendre. L'action va changer en fonction du nombre de fois où on a appuyé sur la touche, tout simplement. Ou du nombre de fois où on a eu le déclencheur. Donc là le déclencheur, pour le coup, c'est un déclencheur de type clavier, donc ça consiste à appuyer sur la touche. Si j'appuie sur la barre d'espace, il me lance l'action. Cette fois-ci, si je rappuie sur la barre d'espace, il va me lancer l'action, mais à l'envers. Donc il va refermer la porte, tout simplement. Voilà. Donc voilà comment lancer une animation très simplement. Maintenant ce qu'on va voir, c'est comment faire en sorte que cette animation ne se lance pas quand on appuie sur une touche, mais plutôt qu'on s'approche de l'objet. Ça va être très simple aussi. Alors, donc l'animation est lancée ici par le personnage, chose que je ne veux pas. On oublie ça. On laisse dans chacune des portes le module qui permet de lire l'animation, parce qu'on en aura besoin. Et on va importer en fait un capteur tout simplement. Alors, je dis importer un capteur, c'est un bien grand mot, c'est nous qui décidons si c'est un capteur ou pas. On va tout simplement importer un cube en fait. Voilà, je vais mettre en fil de fer pour mieux voir. Qui va englober notre porte. Voilà. Et quand notre personnage entrera en collision avec ce cube, le cube lancera l'animation des deux portes. Autrement dit, quand mon personnage va s'approcher des portes finalement, puisque s'il entre en collision c'est qu'il est près des portes, les portes vont s'ouvrir. Et quand mon personnage ressortira de ce cube, il relancera cette action, mais vu que la lecture de l'animation est en mode ping-pong, il va la relancer mais à l'envers. Donc on s'éloignera des portes vont se refermer, tout simplement. Alors pour l'instant notre cube est bien présent et bien massif et on voit plus nos portes. C'est un détail. Déjà pour voir nos portes dans la vue 3D, on va choisir notre cube, aller dans Objet, et ici le type de displace, au lieu de mettre en textured, on va mettre en wire, pour voir uniquement le filaire. Voilà. Mais si on lance le jeu, ce cube est toujours présent, ce qu'on ne veut pas. Alors on va dans l'onglet physique, toujours en restant sur le cube, et on coche tout simplement invisible. Voilà. J'appuie sur P, et on va voir que si j'avance, mon cube au bout d'un moment s'arrête. Puisque même s'il est invisible, ce cube est actif. Donc il a une collision, et il va bloquer l'avancement de mon personnage. Pour ça c'est très simple, il suffit de cocher Ghost ici. Pour qu'il ne restitue pas la collision. Il détecte bien qu'un objet entre en collision avec lui, mais n'empêche pas cet objet de le traverser, tout simplement. Et là en théorie, si j'avance, je pourrais avancer jusqu'à mes portes. Voilà. Maintenant, faire en sorte qu'il détecte la collision avec mon personnage et lance l'animation. C'est plutôt simple à vrai dire, même si ce sont des mots compliqués. Alors, je vais choisir donc ce fameux cube, que je vais laisser sous le nom de cube, ça ira très bien, j'aurais pu l'appeler capteur ou autrement. Je vais dans les événements, dans les capteurs, et choisir le capteur de type collision. Ce capteur là en fait va lancer la série d'actions qui suit, uniquement si un objet entre en collision avec l'objet sélectionné. L'objet sélectionné c'est cube. Le problème c'est que là, on voit que le plan d'office est en collision avec le cube. Donc du coup il va falloir qu'on choisisse quel objet va entrer en collision avec le cube. Et ça c'est avec Property. C'est à dire que là, pour vous expliquer brièvement, je vais lancer une action du type game qui va en fait quitter le jeu. Voici. Voilà. Si je lance le jeu, voilà, j'entre en collision. Au moment où j'entrerai en collision avec le capteur, il va quitter le jeu, parce que c'est l'action que j'ai demandé, quitter le jeu. Le problème maintenant, c'est que si vous avez des jeux un peu plus complexes, avec plusieurs objets ou une IA, d'autres objets qui vont passer devant la porte, mais qui ne sont pas censés déclencher l'ouverture de cette porte, ça va quand même déclencher l'ouverture, puisque dans Property ici collision, on n'a rien mis. Donc ça veut dire que n'importe quel objet qui va entrer en collision avec ce capteur déclenchera l'action qui lui est affectée. Pour faire les choses beaucoup plus précisément, ce qu'on peut faire, c'est aller sélectionner notre cube. Ici dans Game Property, donc propriété, on va ajouter une propriété.
qui va s'appeler test, tout simplement. Voilà. Du type string, mais c'est pas bien obligatoire, on met rien dedans, c'est juste le nom de la propriété qui compte. On revient sur notre capteur, donc le capteur de type collision d'ailleurs, et ici, property, on va écrire test. Autrement dit, qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit, si un objet qui possède la propriété qui s'appelle test entre en collision avec lui, alors il lancera l'action. Mais uniquement si c'est un objet qui possède cette propriété-là. Donc on pourrait comme ça utiliser plusieurs objets dans notre jeu et décider quel objet pourra ouvrir notre porte, tout simplement en affectant la propriété test à l'objet en question. Donc l'action, on va pas la chercher, on va juste sélectionner en restant sur Shift nos deux autres portes pour rendre visibles les modules de lecture d'animation qui sont intégrés dans ces portes là et reliés tout simplement à ces modules. Le voici. J'appuie sur P, j'avance, les portes s'ouvrent, je pars, les portes se referment. J'avance, les portes s'ouvrent, je pars, les portes se referment. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on entre deux fois en collision avec le cube. Quand on pénètre le cube et qu'on ressort du cube. Parce qu'on rentre en collision avec les deux faces qui sont parallèles. Première fois, deuxième fois. Tout simplement. Donc vous voyez, dans le fond, c'est pas bien compliqué. C'est bien possible que vous n'ayez pas tout compris, c'est ce que je peux comprendre. Mais vous en faites pas, de toute façon, dans les prochains tutos, on va faire les choses de façon plus propre, on va dire. Là, c'était juste une découverte des possibilités, des capacités, on va dire, du BGE, et une découverte du Logic Editor. On va rentrer après plus profondément, on va dire, dans les rouages du Logic Editor, dans les différents capteurs, les différentes actions possibles, même les effets vidéo. Pour tout ce qui est de l'aspect graphique, évidemment, là, on n'a strictement rien traité, parce que si vous avez déjà essayé de jouer un peu avec ça, vous remarquerez que quand vous faites des matériaux dans le Blender Render, dans le Blender Game, ils ne sont pas visibles, ce qui est tout à fait logique, puisque ces matériaux-là, les matériaux du Blender Render sont calculés par le processeur, et dans le Blender Game, ils sont censés être calculés par le GPU, donc la carte graphique. Donc c'est censé être exactement ce qu'on voit dans le Displace, donc la vue 3D. Effectivement, pour créer des matériaux, on s'y prend pas de la même façon, les techniques sont tout à fait différentes, on verra tout ça, vous en faites pas. Mais là c'était juste une petite découverte, on va dire, du Logic Editor. Donc à bientôt pour un prochain tuto.